Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Dans les titres de ce jeudi 14 avril, il y a un incendie violent, probablement accidentel, ce matin dans le quartier des Beaux-Arts. Un immeuble a été totalement détruit, un homme a été sérieusement brûlé. 150 riverains et 95 écoliers ont dû être évacués. Ils n'en peuvent plus, les habitants et les commerçants de la rue du Rang, près des Halles-les-Sacs. Cette rue étroite est devenue un couloir de bus à cause des travaux du tram. Mais cela pourrait durer, les riverains sont en colère contre la TAM et la mairie. Et puis la victoire historique des basketteuses de Latte hier soir à Bourges, 70-69. Un triomphe synonyme de demi-finale de Ligue féminine de basket pour les filles du BLMA. Le match aller se jouera à domicile le 21 avril, encore contre Bourges. Enfin, un invité dans ce journal, Pierre-Paul Castelli a reçu tout à l'heure sur ce plateau le sénateur maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb. Il était à Montpellier aujourd'hui pour présenter son livre « Et si la France s'éveillait ?» Une interview à suivre à la fin de cette édition. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue depuis ce matin dans les locaux de la section financière du SRPJ de Montpellier dans l'affaire de la fraude présumée aux élections de la Chambre de commerce et d'industrie. Une garde à vue qui devrait se prolonger. Plus de détails dans nos éditions de demain. 30 pompiers ont donc lutté toute la matinée contre un incendie qui a pris très tôt, rue du Lunaret, dans le quartier des Beaux-Arts. Un homme a été brûlé au 2e degré. 3 policiers incommodés par les fumées. Les dégâts sont très importants. Une école et les maisons voisines ont été évacuées. Jean Brun, Bastien Amalou. Il est 6h45 ce matin lorsque le matelas d'un des habitants de cet immeuble de la rue Lunaret s'enflamme. Rapidement, une trentaine de pompiers se rendent sur place. Le restaurant La Laiterie est en feu. Les planches s'embrasent, la fumée est épaisse. Un peu plus tôt, Isma, un voisin, a entendu des cris. Je me suis réveillé, je suis allé à ma fenêtre, j'ai vu mes voisins en face crier au secours. De là, j'ai mis une veste, un pantalon, je suis descendu, je suis remonté dans l'immeuble, je traversais la fumée. Je suis rentré chez eux, je les ai sortis les deux. Et voilà, plus de peur que de mal. Il semblerait que ce soit une cigarette dans l'appartement jouxtant la laiterie. Donc une cigarette mal éteinte, quelqu'un qui s'est endormi avec et au fur et à mesure le feu a progressé dans les appartements, enfin dans l'appartement puis dans la laiterie. Très compliqué à éteindre en pleine ville, l'incendie contraint les pompiers à déployer de gros moyens. Par précaution, ils décident d'évacuer le pâté de maison ainsi que l'école Fontaine, toute proche. Au total, 150 personnes. Après 3 heures de lutte, l'incendie est sous contrôle. À l'heure actuelle, bien sûr, le sinistre est maîtrisé. Il a présenté quelques difficultés de traitement puisque le feu s'est engouffré dans le plancher bois. C'est la raison pour laquelle on a eu des fumées qui ont duré un petit peu longtemps, le temps qu'on arrive à atteindre le foyer pour faire l'extinction. Si l'incendie n'a fait aucune victime, 3 policiers ont été incommodés par les fumées. Le locataire du logement à l'origine de l'incendie a lui été brûlé au 2e degré. Tous ont été admis au CHU La Péronie. En raison des risques d'effondrement, les pompiers ont maintenu une surveillance sur place, au moins jusqu'en début de soirée. Le port de Sète a reçu la visite du groupe de travail sur la réforme portuaire, un groupe composé de 7 sénateurs. Ils doivent assurer le suivi de cette réforme fixée par une loi en 2008. Les 7 parlementaires devront aussi faire des propositions de relance des ports français. Au total, le groupe de travail visitera 8 ports. Sète et Marseille sont au programme en Méditerranée. On écoute le rapporteur de la loi de réforme des ports en 2008, Charles Revet, sénateur de Seine-Maritime, au micro de Jean Brun. Sète n'est pas un grand port maritime, c'est vrai, ça se saurait, mais ceci étant, Sète a sa place, comme les autres ports. Il y a une spécificité de l'activité qui peut se développer dans un port comme Sète. Il y a beaucoup d'autres ports régionaux ou départementaux de même dimension. Et puis il y a la complémentarité avec les grands ports maritimes, il y en a 7 en France, et je crois que chaque port a sa place, dès lors qu'il a une volonté de se développer. Ras-le-bol des travaux et des bus, c'est le coup de gueule des riverains et des commerçants d'une petite rue entre la gare et les Halles-les-Sacs. Un axe sur lequel plusieurs lignes de bus ont été détournées à cause des multiples travaux dans cette zone. Une situation qui pourrait durer. Explication, Olivier Brachard. Un nom ordinaire pour une situation atypique. La rue du Rang, derrière la gare, est interdite à la circulation. Les quelques commerces de la rue font grise mine. Les clients ne peuvent plus se garer ou même passer en voiture devant leurs vitrines. Mais le pire, c'est qu'avec les travaux du tram dans le secteur, le balai des bus est incessant, presque toutes les minutes.
La ville et la TAM ont choisi cette rue comme déviation provisoire, la goutte qui fait déborder le vase. Moi, ça va faire 2 ans que je suis là, ça fait à peu près 2 ans que c'est un chantier permanent. Et puis on nous dit rien, on nous met sur le fait accompli. La rue, elle change de sens. Un jour, c'est dans ce sens-là. Le lendemain, c'est autre chose. Un jour, on troule. Le lendemain, on rebouche. On recasse le surlendemain. Enfin, c'est sans arrêt. Mal informés, les commerçants et résidents de la rue Durand ont longtemps fait l'autruche. Mais aujourd'hui, ils se mobilisent depuis qu'ils ont appris que cette situation pourrait s'éterniser. Le 28 février 2011, il y avait les travaux de la fibre optique. Et suite à ça, la rue, elle était fermée de 4 côtés, c'est-à-dire la rue Durand, de 2 côtés, la rue d'Alger, de 2 côtés. En attendant, c'était que pour 15 jours, bon, ça durait plus, on a morflé un peu avec ces chantiers, dans le chantier là, avec les gens de chantier. C'est là où ils nous ont dit qu'il va y avoir ces énormes travaux. Ces énormes travaux, ça va être quoi? Ça consiste à réaménager la chaussée pour que le bus il passe définitivement dans notre rue. Demain à 18h30, le comité appelle à un rassemblement contestataire de tous les riverains du quartier. Sport avec la superbe performance historique des basketteuses de Latte. Hier soir, elles ont battu Bourges 70-69 après prolongation. C'était la dernière journée de la phase régulière de la Ligue féminine de basket. Avec ce succès, les filles de Valérie Demory se qualifient pour les demi-finales. Le match d'hier soir était pourtant mal parti, mais les basketteuses du BLMA se sont réveillées avec notamment une superbe prestation de Perovanovic. C'est la 2e fois de la saison que les filles de Latte battent le leader Bourges, un exploit qu'aucun club n'avait réussi depuis plusieurs années. Pour le match aller des demi-finales, le BLMA retrouvera Bourges, mais cette fois à domicile. Ce sera le 21 avril prochain. Nous suivrons évidemment cette rencontre avec intérêt. C'est une exposition organisée au profit de la Banque Alimentaire. C'est à la Galerie Saint-Ravy. Une vingtaine de peintres, sculpteurs, photographes exposent jusqu'au 19 avril. Ils ont accepté qu'une partie du produit de la vente de leurs œuvres soit reversée à l'association caritative. Visite guidée de l'exposition avec Samantha Bor et Nuria Casaca-Buerta. Dans la salle Saint-Ravy de Montpellier, 20 artistes de tout horizon exposent actuellement leurs œuvres sur l'homme et la nature. Derrière cette manifestation artistique, une manifestation de solidarité. L'organisme à l'origine de l'exposition, c'est l'AIDAL, Académie internationale des arts et des lettres. Son objectif est de faire rayonner la culture artistique et soutenir des associations engagées dans la solidarité nationale. Depuis hier et jusqu'au 20 avril, c'est la Banque Alimentaire qui est à l'honneur. Pour chaque œuvre vendue, une participation de 20% sera reversée à l'association. Un des artistes y est exposé, c'est Marcel Mancium, sous le pseudonyme de Guilhem d'Aragon. Il est aussi l'organisateur de l'exposition et autrefois fondateur de la Banque Alimentaire. Actuellement, nous mettons en relation les peintres, les plasticiens, les sculpteurs, les photographes avec les acheteurs potentiels. Et une partie de cette vente sera offerte par l'artiste à la Banque Alimentaire. Une façon de faire œuvre utile et l'occasion de raviver un travail fourni par cette association qui aide les démunis depuis 25 ans. Ce samedi, une loterie sera tirée et les bénéfices reviendront exclusivement à la Banque Alimentaire de l'Hérault. Les lots seront des œuvres exposées. Il y aura également une présentation de plusieurs tableaux accompagnés de musique et de poèmes. Au programme donc, de l'art, de la culture et de la solidarité. Voilà, l'expo L'Homme, l'Art et la Nature à la Galerie Saint-Ravy, c'est jusqu'au 19 avril, au profit donc de la Banque Alimentaire. Je vous laisse avec Pierre-Paul Castelli qui recevait en fin d'après-midi sur ce plateau Gérard Collomb, sénateur-maire socialiste de Lyon. Il était à Montpellier aujourd'hui pour dédicacer son livre « Et si la France s'éveillait ?» L'invité de l'actu, c'est tout de suite. Gérard Collomb est avec nous, le sénateur maire PS de Lyon vient de sortir un livre « Et si la France s'éveillait ?» Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Collomb, on vous a vu il y a quelques mois à Montpellier, dans d'autres circonstances, on y reviendra tout à l'heure. On voit le titre et la une de votre livre qui s'affiche. Déjà, ce titre qui interpelle « Et si la France s'éveillait ?» ça rappelle un autre titre il y a une quarantaine d'années, « Quand la Chine s'éveillera », c'est le parallèle que vous souhaitiez faire? Oui, d'une certaine manière, je souhaitais dire avec ce titre, attention, il y a effectivement 40 ans, Alain Peyrefitte nous sensibilisait à l'éveil de la Chine.
Et aujourd'hui, on ferait bien à nouveau de regarder du côté du monde pour s'apercevoir que notre pays ne vit pas dans une bulle, mais qu'il y a un certain nombre de grands pays qui sont en train d'émerger. La Chine, bien sûr, aujourd'hui, mais l'Inde, mais le Brésil. Et donc, il faut essayer de penser nos politiques à la lumière de ces changements dans le monde. Ça veut dire que la France n'est pas sur le déclin, comme beaucoup de commentateurs trop peut-être le disent et le répètent? Moi, je ne crois pas qu'elle soit sur le déclin, à une condition, c'est qu'elle ne veuille pas penser son destin dans un cadre purement hexagonal. Vous voyez, moi je dis dans ce livre, le chemin de la France, c'est à la fois l'Europe, parce qu'aujourd'hui, il faut redonner une grande ambition européenne, reconstruire une vision européenne et pas faire comme aujourd'hui, chaque pays sa propre politique coupée des autres. Et puis, en même temps, les grandes villes, les grandes agglomérations. Ce que je dis dans ce livre, finalement, c'est que l'État-nation a perdu de son pouvoir à la fois par le haut du côté de l'Europe et puis par le bas du côté de ses territoires. Et on voit bien aujourd'hui combien notre pays a besoin de s'appuyer sur ces grandes villes. Alors voilà pour le titre, mais d'abord, pourquoi ce livre? Pourquoi ce calendrier aussi, au moment où les uns et les autres affûtent leurs infos, leurs éléments, leurs armes pour les présidentielles 2012? Ce livre n'était pas prévu exactement pour les présidentielles. J'ai commencé il y a 2 ans à peu près à l'écrire, juste après le congrès de Reims. Et je pensais que ce congrès de Reims, pour le Parti socialiste, n'avait pas été bon, dans la mesure où les réformistes, ceux qui portent une vision de la société réaliste, s'étaient dispersés dans toute l'émotion et où finalement ils avaient un peu cédé du terrain à l'aile gauche. Et donc je me disais, il faut essayer de reporter une parole. Puis évidemment, les élections présidentielles donnent toute son actualité aux thèses que je défends aujourd'hui dans ce livre. C'est le drame du Parti socialiste français. Le parti se gagne à gauche et après, quand on doit aller aux élections, il faut les gagner au centre, voire à droite? D'abord, oui, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. Mais c'est en même temps, quand on regarde l'histoire du Parti socialiste, c'est pas toujours ceux qui ont eu le discours le plus à gauche, qui ont eu la gestion qui soit la plus réformiste. Par exemple, si on prend 2 personnalités, Guy Mollet, discours très à gauche au Parti socialiste, puis en même temps, politique très à droite. Puis de l'autre côté, Pierre Mendès France, parole modeste, centriste, mais en même temps, lorsqu'il est au pouvoir, qui réforme vraiment la société. Et donc, moi je dis, plutôt que d'être dans une parole hyperboliste, essayons de regarder ce que l'on pourra faire demain, parce qu'il s'agit d'abord de gagner les élections, mais ensuite de ne pas décevoir. Ne pas décevoir, hein. Vous faites référence à 1981, c'était il y a 40 ans, on va fêter le 10 mai dans quelques semaines du reste, enfin la gauche va fêter le 10 mai. La gauche à l'époque avait buté sur les déficits en, ma foi, semant le trouble dans son propre électorat et creusant les défaites futures. Vous craignez ce scénario-là? Aujourd'hui, on voit bien que notre pays est dans une situation déjà extrêmement difficile, économiquement, sur le plan des déficits, et on va s'apercevoir après 2012 de la profondeur des déficits français. Donc ce que j'essaye de dire, c'est de dire attention, le Parti socialiste ne doit pas tout promettre, mais avoir des engagements sérieux. Et dans mon livre, moi j'en recense 2, un du point de vue économique, essayer de travailler sur l'innovation, la création, la recherche, et un du point de vue social, essayer de déghettoiser un peu nos grandes villes, nos territoires. Alors, on me signale que j'ai dit 40 ans pour 80, je oui, c'était 30 ans. Bon, enfin, vous m'avez bien ça compris. Ça nous rajeunit pas. Vous êtes meilleurs en arithmétique les uns et les autres. Le pessimisme français aussi, c'est quelque chose qui vous désole. Est-ce que c'est pas d'une certaine façon un signe de maturité pour le peuple français, ce recul par rapport au discours politique, ne pas croire que demain on va raser gratis, c'est plutôt simple? Moi, je suis très d'accord avec ça. Il faut effectivement aujourd'hui réaliser que les hommes politiques qui portent une parole où ils promettent tout ne le feront pas. Et c'est pour cela que je demande aux leaders du Parti socialiste, ne soyons pas dans l'exagération, dans la promesse, mais essayons de dire ce que nous pourrons faire, et à ce moment-là,
la politique redeviendra crédible aux yeux des Français. Vos propositions à vous, c'est quoi? Ben, Elles sont dans le livre? Comment? Elles sont dans le livre? Oui, elles sont dans le livre. Elles sont surtout, je prends par exemple, vous voyez, j'essaye de porter dans ce livre la modernité, une parole de gauche, réformiste, qui veut porter des valeurs sociales, mais en essayant de les incarner dans l'époque d'aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, sur le droit du travail, je dis, aujourd'hui, on a un droit du travail assez serré, assez fixe, rigide, qui a été créé dans les 30 Glorieuses, à l'époque où on commençait dans une usine et puis on terminait dans la même usine sa carrière. Aujourd'hui, c'est plus ça. La société est plus mouvante. Donc il faut changer cela, permettre effectivement que les entreprises mutent, changent, puissent éventuellement supprimer des emplois, mais en même temps garantir les parcours individuels et garantir de la sécurité. Nos amis danois, qui sont un des pays qui effectivement a le plus bas taux de chômage, ont inventé la flexsécurité. Alors ça, c'est un projet alternatif, rien libéral, en tout cas un peu plus... Non, c'est pas libéral, c'est social-démocrate. Nos amis sont sociodémocrates. C'est tous les pays scandinaves qui ont fait ça. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, le Parti socialiste a présenté son programme pour 2012. Ils vous ont pas beaucoup écouté? Je dirais que lorsque l'on regarde les grandes orientations du projet du Parti socialiste, il est plutôt réformiste. Celui qui a écrit ce projet, Guillaume Bachelet, qui était une des plumes de Laurent Fabius, a fait une analyse de la société et du monde, à mon avis, très juste. Je ne suis pas sûr qu'on en tire toujours, dans les propositions concrètes, toutes les résultantes, et que l'on aille jusqu'au bout de ces analyses. Je souhaiterais qu'on le fasse, et à mon avis, le candidat qui va se présenter le fera certainement. Les emplois jeunes, vous y croyez encore ? Moi, j'aimerais mieux qu'on les flèche sur de l'emploi productif, parce que finalement, si c'est faire en sorte que dans les municipalités, dans un certain nombre de secteurs non productifs, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des sas d'attente, moi j'aime mieux qu'on aille effectivement vers des emplois beaucoup plus productifs, c'est-à-dire que les jeunes trouvent véritablement un métier, pas soit placés dans des petits boulots en attendant qu'on leur fasse la place, non, qu'ils rentrent dans la société productive, qu'ils rentrent véritablement dans l'économie d'aujourd'hui. On a le sentiment, en vous écoutant parler, Gérard Collomb, en écoutant parler d'autres grands élus locaux, dont vous faites partie, que la gauche, grosso modo, arrive à faire ses preuves en étant très pragmatique sur le terrain local, mais qu'elle a du mal à convaincre au niveau national, qu'elle se force, elle s'oblige à faire des promesses, et derrière, les Français n'y croient pas. Est-ce qu'une fois de plus, votre livre n'est pas celui finalement d'un élu local qui réussit grosso modo, qui est réélu localement, mais qui a du mal à faire passer ses idées au niveau national? Vous avez raison, c'est peut-être le problème du PS, qu'il a des élus locaux qui sont extrêmement performants. Et par exemple, Montpellier est l'exemple même du dynamisme d'une ville qui n'existait pas il y a 30, 35 ans et qui tout d'un coup est devenue une des villes qui est en vue. Et donc, essayer de transmettre cette expérience du niveau local au niveau national, c'est l'ambition d'un certain nombre d'élus locaux. En tout cas, c'est mon ambition. Justement, on parlait de Montpellier. Georges Frêche, vous étiez venu, on l'a évoqué en tout début de cet entretien pour ses obsèques. Georges Frêche disparu 6 mois plus tard. Vous portez quel regard sur son parcours? Je reste admiratif sur le parcours qu'il a eu pour la ville de Montpellier, parce que moi je me souviens, je regardais ça, vous voyez, un peu de l'extérieur, moi je ne suis pas de votre région, et donc je me souviens quand on avait un regard, il y a une trentaine d'années, on pensait que la grande ville c'était Nîmes par exemple, et puis tout d'un coup on a vu Montpellier monter de manière extraordinaire, tout ça parce qu'il y avait un homme avec une véritable vision. Je me souviens, j'étais venu le soutenir pour les élections régionales. Et il se trouve que ce jour-là, ce n'était pas le sujet qu'attendaient les journalistes, mais il parlait de son programme économique. Et son programme économique était un programme extraordinaire. Personne n'y faisait véritablement attention, mais c'était un programme ouvert sur le monde, portant l'innovation, la création, les grandes entreprises. Et le fait que, juste avant sa mort, il soit encore allé en Chine
pour vendre sa région, montrait effectivement la vision qu'il avait de sa ville dans le monde. Les soubresauts actuels, vous avez des échos ? La fédération du Je PS, vois, je m'en attriste, si vous voulez. Je pense que le Parti socialiste devrait essayer de régler ses problèmes de manière interne et que les accusations contre les uns ou les autres, moi, je ne sais pas si elles sont justifiées, mais ce que je veux dire, c'est que ça tombe quand même un peu à pic et qu'à un moment donné, chaque fois que quelqu'un, on va dire, n'est plus dans la bonne ligne, d'une certaine manière, il est mis au rencard et on trouve qu'il avait fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien. Je trouve cette coïncidence un peu bizarre et moi, grosso modo, je n'aime pas trop les procès politiques. Gérard Collomb, vous serez candidat aux primaires socialistes ? Je soutiens Dominique Strauss-Kahn parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui justement a une vision du monde, de la France dans l'Europe, de l'Europe dans le monde, et donc qu'il peut nous sortir des difficultés actuelles. Mais vous comprenez bien que je porte une pensée assez particulière dans le PS. Et si, effectivement, Dominique Strauss-Kahn ne revenait pas, je serais candidat aux primaires pour porter cette parole devant les électeurs, qui ne seront plus simplement les militants socialistes, mais on va dire les sympathisants de gauche, les Français qui s'intéressent à la gauche, et qui peut-être portent une vision différente des membres de l'appareil. Vous serez candidat si Strauss-Kahn n'est pas... Absolument, mais je préfère qu'il revienne, et d'ailleurs je suis soutenir. Persuadé qu'il va revenir. C'est vrai, vous avez des infos ? Je n'ai pas d'infos, mais je vois bien aujourd'hui, vous voyez, je regardais... Vous avez eu Anne Sinclair au téléphone peut-être ? Mais je regardais la couverture de l'Express. C'est pas tout à fait par hasard si, à mon avis, il y a ce type de couverture. Oui, je pense qu'il va revenir, qu'il a envie... Vous voyez, les Français se disent... Finalement, est-ce qu'il va revenir parce qu'il est au FMI, il est super bien? Je crois qu'il aime son pays, qu'il voit bien que nous sommes en grande difficulté et qu'aujourd'hui, il a envie de faire quelque chose pour la France, finalement, de se prouver à lui-même qu'on peut changer le cours du destin de ce pays. Gérard Collomb, et si la France s'éveillait? C'est une tribune libre, il faut donner l'éditeur, je crois, chez Plon. Voilà, chez Plon, Gérard Collomb, sénateur maire PS de Lyon, sur le plateau de TV Sud. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal et cet entretien. À très bientôt, très bonne soirée sur TV Sud.